Alors, comment fait-on concrètement de l'anthropologie dans la ville? Alors, je vais repartir un petit peu de mes enquêtes à Salvador, Bahia, au Brésil. Euh, on se met en relation. Je dirais, on se met en relation. Alors, il faut avoir effectivement des questions au départ. Il faut avoir des envies de découvrir, comprendre certains lieux plutôt que d'autres. Et puis le recours à ces situations que j'évoquais plus tôt peut aider à circonscrire des moments, des lieux qui vont être les lieux qu'on va extraire finalement de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, pour en faire des descriptions. Alors, Salvador, j'ai commencé par faire, comme beaucoup d'ethnologues en ville, je me suis dit je vais m'intéresser à un quartier en particulier dans Salvador. Mais ce n'était pas n'importe quel quartier, puisque c'était un quartier qui était né d'une très ancienne favela, qui était tenu pour le haut lieu de la culture noire, de la culture afro-brésilienne, même culture noire, on disait davantage à ce moment-là à Salvador, dans la ville, mais même à l'échelle du Brésil. Et puis un lieu qui s'était beaucoup développé justement, puisque voilà, ancienne favela devenue quartier populaire, quartier pauvre, avec des favelas à l'intérieur du quartier, etc. Quartier très dense, avec énormément d'habitants, plus de 250 000, donc c'était encore pas l'échelle d'un anthropologue, évidemment. Mais quartier aussi qui connaissait une mobilité, qui avait connu une mobilité sociale importante, ancienne depuis la fin des années 40, avec le fait que beaucoup de travailleurs du port de Salvador vivaient à Liberdade, c'est le nom du quartier, donc Liberdade, qui était en fait sur une colline en haut du port, mais qui s'était aussi développé beaucoup après, dans les années 60, 70, 80, par le développement industriel de la région, et où donc une partie des habitants de Salvador étaient à la fois des Noirs et des Métis, mais justement certains d'entre eux pris dans des contextes, dans des processus de mobilité sociale. Et donc ça changeait un petit peu, il y avait une dynamique comme ça, très très mouvante. Donc dans un premier temps, ma question c'était un petit peu celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? À la fois du point de vue de son histoire, d'une histoire de favela qui devient un quartier, histoire raciale avec de manière très ancienne, depuis la fin des années 30, une concentration d'une population noire qui pour beaucoup venait de l'extérieur de la ville, en partie du nord-est et en partie du sud de Bahia, de la région du cacao, où les gens arrivaient en ville, ou sont arrivés beaucoup à partir des années 40, 60, etc. Donc concentration de population plutôt pauvre, population noire, dans des favelas devenues, dans une favela ou plusieurs favelas devenues un quartier, et puis où émergeait ce mouvement culturel noir qui m'a effectivement beaucoup intéressé ensuite, comme une sorte de réponse à la forme des relations raciales au Brésil. Alors voilà, avec tout ça, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis installé dans ce quartier. Voilà, je me suis installé, j'ai habité dans ce quartier. Puis j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait. J'ai connu des gens. Après, par d'autres relations que j'avais, j'ai connu d'autres personnes dans d'autres parties du quartier, puisque voilà, j'avais juste choisi finalement
un tout petit bout qui me permettait d'appréhender, déjà c'était beaucoup, appréhender une compréhension de l'ensemble du quartier à partir de quelques ruelles et d'une petite place. Effectivement, c'était pas évident, mais voilà, après je me suis fait des relations qui m'ont permis de circuler un peu plus dans le quartier. Et voilà, c'est de proche en proche, comme on dit toujours, on enquête toujours de proche en proche, c'est pour ça qu'il faut du temps, il faut parler le portugais, il faut se familiariser, il faut que les gens se familiarisent à ma présence, et tout ça a pris plusieurs années, quoi. Après, on combine justement dans l'enquête, on combine des lieux et des situations. Une grosse partie de mon travail a consisté à comprendre l'organisation sociale dans certains espaces, justement les ruelles. Comment est-ce que les gens vivaient dans ces ruelles qui paraissaient très pauvres, et finalement comment ils s'organisaient entre eux, éventuellement, ou plus largement. C'est-à-dire une fois qu'on prend un point précis d'un lieu, qu'on arrive, alors il y a toujours, au bout du compte, il y a toujours la petite monographie. On finit toujours par faire la petite monographie, même si on la relie à d'autres monographies. Mais il y a toujours un moment où on fait sa petite monographie d'un espace, les espaces s'appelaient les avenidas, ou des becos, c'est-à-dire des impasses, des ruelles, etc., qui sont éventuellement en accès piéton uniquement, et qui font une centaine ou 200 mètres, autour desquels... de chaque côté de la ruelle se trouvent des maisons qui sont en fait des anciennes baraques, quoi. Et souvent, d'ailleurs, il y a encore des baraques en bois, et puis d'autres qui sont un peu construites, un peu plus construites, etc. Et là, il y a une certaine organisation sociale. Alors ça, c'est une forme qu'on trouve pas mal aussi en anthropologie d'ailleurs, et qu'on trouve beaucoup dans tout un tas de villes plus anciennes, un peu partout, qu'on trouve évidemment en Afrique aussi, dans certaines villes, c'est-à-dire là où on peut éventuellement s'interroger sur l'existence d'une petite communauté dans l'espace, là, dans ce lieu-là, voilà, pouvant s'étendre à l'ensemble du quartier, où les gens se connaissent tous les uns les autres, ils organisent des choses ensemble, et voilà. Et donc, voilà, le travail de l'ethnologue est peut-être pas très différent de ce qu'on ferait dans un village, où après on finit par connaître les gens les uns et les autres. Mais ce qui se passe, c'est que de proche en proche, comme on dit, ça s'étend beaucoup plus. Ça fait sortir de ce micro-espace-là vers d'autres espaces du même quartier. Mais sachant, comme je disais, que ce quartier, avec 200-250 000, c'est une ville pratiquement. Et donc, voilà, ça tisse des réseaux, on va dire. Et l'enquête, elle tisse elle-même des réseaux. Et finalement, la forme de l'enquête informe sur la forme sociale en général. Donc il y a il y a une manière de s'intéresser aux espaces, ce qui fait lieu, quoi, d'une certaine façon, ce qui fait communauté à une échelle un petit peu plus large qu'un lieu spécifique, reconstituer des réseaux avec les personnes, en faisant la cartographie des réseaux. Donc techniquement et méthodologiquement, c'est plutôt des dossiers qu'on fait, c'est des dossiers à partir d'une personne sur l'ensemble de ces réseaux, quoi. Et donc on tisse comme ça les liens, on tisse les relations, et on voit quelque chose qui est comment les individus font communauté dans leur environnement, qui est a priori beaucoup plus ouvert et éventuellement anomique dans lequel ils arrivent, où ils se trouvent. Et puis l'autre moyen, c'est de se mettre à décrire des situations, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de se poser devant certains événements ou à l'intérieur de certains événements, et à partir de là, d'en faire un petit peu des case studies, comme on dit, des études de cas. On dit, je vais essayer de comprendre tout ce que m'a dit cet événement. Alors par exemple, c'est le tournoi de football du quartier, par exemple, avec la remise des prix, et donc où je vais moi-même remettre des prix. On dit le chercheur français va remettre le prix du footballeur le plus... je crois que c'est ce que j'avais mis. C'était intéressant, j'avais remis le prix du joueur le plus fair-play. Voilà, je trouvais ça sympathique. Mais en fait, la partie de football se passait dans un terrain, en fait, c'est un terrain en dur, quoi.
Et là, des terrains comme ça, il y en a partout au Brésil. Donc le football, évidemment, comme on sait, c'est partout. Et là, c'était en fait sur la place de j'allais presque dire la place du village, non, la place du quartier qui était là, comme il y en a beaucoup dans d'autres parties de ce quartier Liberdade. Il y a un terrain qui a été plutôt d'abord imaginé comme un terrain, on dirait, de handball, quoi, mais que les gens utilisent pour faire leur tournoi de football à 6. C'est pas les footballs sur des terrains de foot. Hein. Voilà, donc ça c'est un exemple, voilà, de ce qui se joue dans un événement particulier, dans une situation extraordinaire. Évidemment, la question qui s'est imposée à moi de fait, quand je me suis interrogé sur à la fois les éléments de mobilité sociale qu'il pouvait y avoir, le rapport à la pauvreté, rapport à la mobilité sociale, dans l'organisation, la représentation que les gens se faisaient eux-mêmes, d'eux-mêmes, de leur quartier ou de la ville. On va dire qu'un événement a surpassé tous les autres, c'est le fait que ce quartier a été le lieu de la formation du premier groupe de carnaval afro à Salvador. Et donc, bien évidemment, c'est aussi en pensant à ça que je suis allé dans ce quartier, mais je ne l'ai pas étudié tout de suite. J'ai d'abord étudié un petit peu tout ce que je pouvais comprendre du quartier. Et puis après, toujours pareil, de proche en proche, je me suis approché de ces animateurs et inventeurs du carnaval afro de Salvador, de Bahia, et j'ai pu là mener ma recherche avec eux dans des conditions particulières. C'est-à-dire que ce groupe de carnaval, donc s'appelle Ileaye, auquel j'ai consacré un ouvrage qui s'appelle Anthropologie du carnaval, la ville, l'Afrique et la fête. Et ce groupe s'est formé bien avant donc, que je commence mes enquêtes. Moi, quand j'ai commencé mes enquêtes, le groupe existait déjà depuis 15 ans. Il s'était formé en 1974-75, ou en tout cas, il est sorti, comme on dit, au premier carnaval de 75, comme un groupe qui était pour les Noirs et exclusivement pour les Noirs, ne voulant pas des Blancs à l'intérieur du défilé. Et donc, ça a créé un événement, ce seul fait-là a créé un événement pour toute la baïanité, on peut dire, pour toute l'intelligentsia, les médias et les gens qui disaient « mais Bahia n'est pas une ville raciste, enfin, comment est-ce qu'on peut avoir un tel comportement raciste chez nous? Nous nous aimons tous, etc. etc. » Et donc, ça a été très intéressant, puisqu'ils ont réussi, finalement, malgré toutes les critiques qui ont été faites, ils ont réussi d'abord à avoir un écho extraordinaire dans la jeunesse noire bayanaise, noire et métisse, mais les noirs, c'est-à-dire les plus discriminés en premier, et leur succès a été aussi à l'image de la réprobation permanente, en tout cas dans les premières années, que la ville officielle, médiatique, etc., intellectuelle, pouvait faire sur ce mouvement. Donc il a fallu plusieurs années, il a fallu ce conflit, ce conflit autour de la question raciale, pour que ce groupe prenne une place exceptionnelle, devienne effectivement d'abord le premier groupe phare des jeunes carnavaliers noirs, métis, qui trouvaient là un lieu dans lequel ils étaient enfin respectés, enfin reconnus, etc., où on leur donnait un espace, où ils pouvaient conquérir des espaces où ils n'étaient pas admis en réalité, même si ça n'était pas dit explicitement, parce qu'on n'est pas dans un régime d'apartheid, évidemment, et ça n'est jamais dit, mais ils n'étaient pas admis autrement que comme personnel de service, comme on dit, les jardiniers et femmes de ménage. Et donc,
c'était aussi une conquête de la ville, quoi, par la périphérie, parce qu'un quartier qui avait été périphérique, mais là aussi, comme la ville s'était agrandie après plus loin, il était moins périphérique, mais il y avait toujours un rapport à la centralité qui était important, quoi, dans cette manifestation ce qu'ils appelaient le orgullo di ser negro, l'orgueil d'être noir. Et c'est ça qui était opposé à la ville dans son ensemble, aux élites, aux blancs, à tout le monde, pour imposer cette présence. Alors moi, je trouvais que c'était un objet de réflexion, de recherche passionnant, mais il a fallu négocier avec ces personnes, puisque au départ, comme ils disaient, ils ne voulaient pas de blancs. Moi, j'étais blanc, quoi. Et donc, enfin, je me suis aperçu que c'était pas ça du tout. Il fallait qu'on s'entende, qu'on soit respecté. Et ça, c'était très intéressant, parce que j'étais dans ma blanchité d'Européen, qui était une blanchité différente de la blanchité bayanaise. Et donc, ils m'ont pris pour un étranger, pour un blanc, mais un étranger, sans être un Yankee non plus, parce qu'en Amérique latine, c'est encore autre chose quand on est des États-Unis. Et donc là, disons que j'avais un privilège, peut-être sur quelques autres blancs bayanais, mais qui, eux, avaient, alors, pas tous, évidemment, il faut nuancer, etc., mais il y avait une attitude de blancs bayanais à l'égard des noirs bayanais qui était évidemment marquée historiquement par une condescendance terrible et liée évidemment à une certaine forme sociale de l'esclavage qui pouvait être très dure dans l'exploitation du travail, comme celle des plantations sucrières et autres, et très proche pour ce qui est de l'esclavage urbain, avec une partie importante qu'on appelait l'esclavage domestique, les femmes et les hommes qui travaillaient dans les maisons des Blancs, des maîtres, ou bien les esclavos de gagne, c'est-à-dire les esclaves ouvriers, on va dire, c'est les esclaves qui travaillaient dans la rue et qui ramenaient les gains de leur travail à leur maître, mais qui pouvaient en garder une partie. Donc c'était déjà un esclavage un peu différent de l'esclavage rural de la plantation sucrière. Mais cet esclavage urbain, et en partie l'esclavage rural, mais dans une moindre mesure, était connu pour être ce qu'on appelait au Brésil une domination cordiale. Et on a même parlé au Brésil, on parle d'un racisme cordial. C'est-à-dire, je vous domine, mais je vous aime. Et évidemment, on sait comme au Brésil, ce mot de l'amour est important, on l'entend partout, ce mot de l'amour, c'est-à-dire, et qui est en général associé à ces rapports de domination. Et donc, moi, ce que je voyais avec cette vision-là, n'étant pas blanc bayanais, alors que beaucoup même de mes collègues avaient, sans le vouloir, ce regard condescendant, voire amoureux, ou compassionnel, etc., mais toujours dans la domination. C'était vraiment une identité subalterne, quoi, dans sa plus profonde définition. Moi, n'étant pas blanc bayanais, je n'avais pas en tête ce logiciel-là, si on peut dire, cet habitus du rapport blanc-noir. J'avais été en Afrique, j'étais en France, j'étais ailleurs dans le monde, et donc le rapport à la différence, et notamment à la différence raciale, je l'avais déjà connu dans d'autres termes, quoi. Et puis bon, voilà. Et donc pour moi, c'était évident que en plus étant moi dans la demande, comme l'ethnologue se met quand il vient auprès de personnes, aujourd'hui en tout cas, quand on n'est plus dans le rapport colonial, qui est peut-être lié au premier temps de l'ethnologie, on n'est pas dans un rapport de domination, on est dans un rapport d'hospitalité, de demande. On dit, est-ce que vous voulez bien m'accueillir, est-ce que vous allez supporter ma présence, est-ce que vous allez supporter mes questions idiotes, etc., etc. Est-ce que vous allez supporter que je reste là à traîner là où vous êtes pour regarder tout ce qui se passe, prendre des notes, etc. Donc on est toujours un petit peu dans une demande d'hospitalité finalement. Et donc
Et donc ce que j'ai fait avec ces personnes, avec les responsables de ce groupe de carnaval, c'est que je leur ai proposé un contrat, en fait. Et donc cet élément de contrat, pour moi, il a été important et qui consistait à dire, ben, on parle d'égal à égal, bien sûr, et moi ce que je vous propose, c'est de vous faire le livre de votre histoire, et vous me laissez rencontrer tous les membres de votre groupe de carnaval, vous me laissez assister à tous les ensayos, les essais, enfin les répétitions, qui sont en fait des grands bals, quoi, des grandes fêtes, quoi, pendant 6 mois avant le carnaval, pour réunir la communauté, quoi, d'une certaine façon. Donc c'est très important. Tous les événements qui préparent le carnaval, avoir accès aux thèmes et aux paroles, aux gens qui préparent les sambas, puisque les sambas sont des choses qui sont renouvelées chaque année, les chansons de carnaval sont renouvelées chaque année avec un concours dans le quartier justement de Liberdad qui se fait, et donc voilà, de pouvoir participer à tout ça. Et je ne demande pas à défiler avec vous dans le défilé de carnaval, puisque je sais bien que votre principe, c'est que les Blancs ne défilent pas dans le carnaval du groupe Ileaye, et je respecte ça. Voilà. Et donc on s'est entendu, ils ont dit d'accord, et puis à la fin je leur ai remis un texte, enfin un rapport, qu'on va dire, qui était un petit peu le rapport général de l'enquête que j'ai faite. Et ce qu'on fait maintenant très souvent dans les enquêtes qu'on fait dans n'importe quel domaine, on fait au minimum un retour comme ça vers les gens qui ont bien voulu nous accueillir, quoi. Donc, c'est important cette idée pour moi on demande l'hospitalité et on nous donne l'hospitalité, même au sens fort éventuellement de pouvoir vivre quelque part, mais au sens simple comme ça, de pouvoir accueillir dans tous les événements et pouvoir être accepté dans les maisons, faire la conversation avec tout le monde, enquêter, prendre des notes, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai passé un peu plus de 2 ans à faire cette enquête systématiquement. Parmi les 7 ans que j'ai vécu à Salvador, j'ai passé 2 années à faire cette enquête-là en particulier, et ça a donné cet ouvrage sur l'anthropologie du carnaval, qui était justement qui lie énormément cette question culturelle avec l'invention culturelle qu'a été pour eux ce qu'ils ont complètement recréé. C'est d'ailleurs, comme ils l'ont dit dans leur première sortie de carnaval, puisqu'il y avait un thème chaque année, et le thème de la première année, c'était l'Afrique à Bahia. Donc, ils ont incarné finalement une invention qui était l'Afrique, qui n'est évidemment pas l'Afrique territoire, continent, mais qui était cette invention culturelle, voilà, dans un contexte socio-racial très tendu. Et en réalité, j'ai essayé de faire les 2 choses en même temps, de rendre compte de la position que ces acteurs-là occupaient dans les relations socio-raciales, d'autant plus tendues que pour beaucoup d'entre eux, ils étaient confrontés justement aux difficultés de la mobilité sociale, heurtés par les phénomènes de discrimination raciale. Et là, on se rendait compte que la cordialité, soi-disant, entre guillemets, du racisme brésilien, elle avait des limites, et la limite, c'était quand il y a de la compétition. On est cordial tant que vous restez à votre place, en gros, et on ne l'est plus quand on est au même niveau. Vous allez nous prendre notre boulot, entre guillemets, vous êtes en compétition avec nous. Et à ce moment-là, ces acteurs-là ont bien été obligés de mettre le conflit, non seulement sur le plan social, mais sur le plan racial, puisqu'ils voyaient bien que c'était ça qui faisait blocage. Et donc c'est comme ça, et au même moment qu'il y a eu ce mouvement en disant « Orgulho de ser negro », l'orgueil d'être noir, je suis un Africain, je ne suis pas votre noir de votre racisme, je suis un Africain. Et donc là, il y a eu une inventivité extraordinaire de ce que c'était être un Africain à Bahia. Donc
des thèmes de carnaval chaque année qui allaient chercher dans l'histoire de différents pays. Donc j'ai participé à ça une fois parce qu'ils ont voulu faire un des thèmes de l'année, c'était sur la Côte d'Ivoire. Alors je n'étais pas un spécialiste de la Côte d'Ivoire, mais enfin, ils me disaient, comme t'es blanc, t'es français, et les Français ils ont colonisé la Côte d'Ivoire, tu dois bien savoir des choses sur la Côte d'Ivoire. Et donc je leur avais fait le pensum du thème de l'année. Sauf que j'avais trouvé très, très marrant, parce que, écoute, il faut que tu nous trouves quand même une reine ou un roi, comme ils avaient fait le thème de l'Afrique du Sud, qu'ils avaient appelé Azania, qui est le terme revendiqué par certains groupes africanistes, on va dire, en Afrique du Sud, qui est le terme ancien, quoi, avant la colonisation de ce territoire. Et ils y trouvent toujours des histoires de rois, de reines, encore plus, pour incarner le pouvoir, incarner des figures du pouvoir. Et donc là, ils voulaient chercher des histoires de reines. Alors donc, je me souviens plus très bien ce que c'était, mais enfin, je leur ai trouvé quelques reines de tel ou tel groupe dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais après, c'était ça régulièrement, c'est-à-dire le thème, c'était reconstituer une histoire d'un pays, d'une région, etc., en allant chercher des incarnations de la fierté, de la beauté, du pouvoir, etc. Et donc leur carnaval était très, très axé là-dessus. Par exemple, il y a toute une tradition brésilienne sur ce qu'on appelle la Mãe Preta, la mère noire, la mère maternelle noire. Mais c'était un terme qui était utilisé au temps de l'esclavage pour désigner les nourrices dans les familles blanches. Donc les familles blanches avaient des nourrices régulièrement qui s'occupaient des bébés et des enfants qui étaient noirs. Donc on les appelait les mères noires. Sauf que là, ils ont complètement récupéré et inversé le rapport en disant que la mère noire, c'est la maîtresse de candomblé, c'est la grande prêtresse. La mère noire, c'est la grande prêtresse du candomblé et donc de tous les noirs finalement. Et donc récupérant un petit peu ces images-là. Récupérer l'image par exemple de Zumbi qui était le haut guerrier de l'histoire des Noirs au Brésil, parce que Zumbi c'est le nom, voilà, avec une reconstruction historique très importante, au XVIe siècle, du leader du premier quilombo, c'est-à-dire la communauté marronne de la fuite des esclaves qui ont fui le cadre de l'esclavage pour former leur propre communauté marronne. Et donc, à partir de Zumbi, voilà, il y a tout un éloge du quilombo, c'est-à-dire le territoire noir, devenu un peu le territoire contemporain en disant dans la ville, nous sommes des quilombos et nous représentons cette histoire, cet orgueil, etc. Avec tout ça, il y a eu une extraordinaire réussite politique, si on peut dire, de ce mouvement, non pas dans le domaine politique, mais dans le changement complet de rapport avec la question noire au Brésil. Et notamment, ils ont joué un rôle très important pour, au moment où j'y étais, fin des années 80, début des années 90, faire passer l'idée des quotas, par exemple des quotas raciaux, pour l'emploi, pour l'accès à l'université, etc., où il fallait, à un moment donné, aider, privilégier pour faire arriver dans l'université ou dans certains secteurs de l'emploi des Noirs qui en étaient exclus. Alors il y a eu énormément de débats là-dessus, et là je crois que je ne vais pas reprendre tout ça maintenant, mais enfin disons que leur travail culturel a transformé considérablement ce racisme brésilien et les relations raciales au Brésil.